Donc, du coup, moi, je suis docteur Romain Collot, je suis interniste dans le service de médecine interne onco-hémato à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et donc, je vais essayer de vous apprendre deux, trois petites choses sur les hyperéosinophilies et les SHE en général. Petite introduction sur l'éosinophiles. Donc, l'éosinophiles, c'est une cellule myéloïde qui a plusieurs vocations fonctionnelles, qui a une vocation toxique grâce à ses granules primaires et secondaires qui contiennent différentes molécules toxiques, on va dire, et notamment celles que j'ai citées ici, à savoir la Major Basic Protein, les eosinophile cationic protein, les eosinophile peroxydase et l'EDN également. Donc ça, c'est des molécules qui vont pouvoir être toxiques sur les tissus, vous vous en doutez, par la suite. Il y a aussi une fonction d'étose, qui est un peu la même chose que la nétose pour les neutrophiles, c'est-à-dire la capacité à projeter son ADN en extracellulaire et à faire des dégâts, soit à des agents pathogènes, mais également à des tissus. Et puis, il y a une fonction de libération de médiateurs qui sont plutôt soit inflammatoires, soit, on va dire, à viser avec des actions vasculaires comme l'histamine et aussi des dérivés toxiques comme les dérivés de l'oxygène. Voilà. Il y a c'est une cellule qui a différents signaux de prolifération. Signal principal que vous connaissez, c'est l'interleukine 5, qui est le signal à la fois d'activation et de prolifération de l'éosinophiles. Il y a également le GM-CSF qui agit dessus. Et puis après, tout un tas d'interleukines qu'on va dire TH2, c'est-à-dire qui vont donner une inflammation de type allergie, avec l'interleukine 3, l'interleukine 33 et aussi l'IL4. Le eosinophile va pouvoir lui-même induire une sécrétion de ces molécules-là, dites TH2, que j'ai précédemment citées, également l'IL10, le TGF-bêta, et puis des chimiokines comme RANT, qui est une molécule chimio-attractive pour les cellules inflammatoires, léotaxine avec une auto-activation et un auto-recrutement des éosinophiles, et puis des molécules, on va dire, inflammatoires un petit peu plus classiques, comme les interleukines 1, 6, 18, le TNF. Et puis, quelles cellules finalement sont des productrices d'interleukine 5, des sources classiques d'interleukine 5? Bah, il y a les mastocytes, les éosinophiles, les lymphocytes T helper de type 2, et également les ICL2, donc les Innate Lymphocyte Cells, qu'on retrouve notamment dans les cellules, dans les tissus épithéliaux et qui vont pouvoir être stimulés par des bactéries, des parasites et des signaux, on va dire, muqueux. Voilà, je reprends un petit peu voilà, les rôles que je disais. Alors, il faut savoir que c'est une cellule qui est assez constante chez les vertébrés. On la connaît pour avoir des fonctions parasitaires qui est redondante, c'est-à-dire sans éosinophile, normalement, on peut rencontrer un certain nombre de parasites sans être infesté au plus haut point. Et puis, il y a pas mal d'actions peut-être un petit peu méconnues sur le tissu adipeux, sur la réparation tissulaire, le métamolyse des graisses, je viens d'en parler. Et puis également une réponse antitumorale qui est probablement voilà, un peu secondaire. Et ces cellules éosinophiles, on sait qu'elles peuvent être résidentes dans pas mal de tissus, notamment les tissus épithéliaux, notamment digestifs, hein, pour toutes les réactions, les défenses aux différents allergènes, au niveau pulmonaire et bronchique également. Et puis il y en a dans le thymus et dans la glande mammaire, ça c'est bien décrit. Alors, si on parle un peu de pathologie éosinophilique, on parle de définition, c'est assez important. Éosinophilie, c'est entre 500 et 1500. Alors, il y a des auteurs qui disent que déjà 400 éosinophiles, c'est déjà un peu trop, mais on va pas détailler là-dessus. L'hyperéosinophilie stricto sensu, c'est 1500. Et voilà, pour toutes les études, pour toutes les pathologies, on considère qu'il faut que ce soit contrôlé à deux reprises, en général avec 15 jours d'écart, voilà, pour s'affranchir d'augmentations transitoires de différentes situations. Et voilà, on verra en dessous de 1500, on va dire explorer une néosinophilie, c'est à la fois moins urgent et qui relève pas forcément du spécialiste. En tout cas, rarement. Le syndrome hyperéosinophilique, c'est donc la définition d'une hyperéosinophilie, donc il faut qu'il y ait plus de 1500 pardon, éosinophiles.
et une lésion tissulaire attribuable à l'hyperéosinophilie. Donc soit on arrive à la documenter, soit on la connaît comme étant cardinale de ce type de pathologie et qu'il faut exclure une autre cause devant une diarrhée et bien sûr pas autre chose, etc. On va en reparler un peu plus tard. Et puis il y a le concept de maladie d'organes éosinophiles. Alors vous allez voir que les frontières de toutes ces maladies-là, des fois, elles sont un peu floues parce que bah, au début, voilà, on va dire une gastro-entérite éosinophile, ce qui est le plus fréquent en pratique. C'est une maladie à part entière. En général, il y a assez peu d'éosinophiles sanguins, voire pas du tout. Mais il y a certaines atteintes, on va dire un asthme hyperéosinophilique, on peut dire que c'est une maladie d'organes isolée, mais dès lors que ça va commencer à être compliqué, avec une hyperéosinophilie encore plus majeure, ou qu'il va y avoir une deuxième atteinte, par exemple, qui va se rajouter, bah voilà, le concept de maladie d'organes, il disparaît et on bascule dans une pathologie plus globale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le chiffre d'éosinophiles n'est pas corrélé à la sévérité de l'atteinte ni à la gravité du diagnostic, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à explorer un peu plus vite un patient qui a 5000 ou 10 000 éosinophiles que quelqu'un qui en aurait 1700. La cinétique va aussi être importante, hein, si on voit un chiffre qui fait 1500, enfin 1000, 1200, 1300, 1500 sur l'espace d'un an, appelé par un médecin traitant, bon, on va pas a priori être inquiet, mais on verra qu'il faut quand même toujours se méfier, tandis qu'une hyperéonophilie qui doublerait tous les jours doit engendrer un bilan rapide. Une maladie atopique non décompensée ne peut pas expliquer plus de 1500 éosinos. Je mets bien non décompensée parce que voilà, quand on voit un patient érythrodermique sur un eczéma ou ce genre de pathologie, un asthme hypernophilique en poussée, voilà, il va avoir facilement 1500, voire plus d'éosinophiles, et il va savoir réévaluer le malade à distance. Il faut intégrer aussi dans un contexte clinique, et donc s'il y a une corticothérapie qui a été prescrite, il faut penser que ça peut les faire baisser les éosinophiles. Un contexte de sepsis bactérien peut faire diminuer les éosinophiles, de manière un peu relative, hein. Mais voilà, donc tout ça, c'est un peu à prendre en compte quand on explore un patient qui a une hyperéosinophilie. Sur le plan des bilans étiologiques, bon, je pense que vous savez les grands cadres étiologiques, mais c'est quand même important de les reprendre parce que c'est quand même le cœur du sujet de l'hypersonophilie. Les infections parasitaires, c'est une des grandes causes, notamment voilà, soit dans les pays tropicaux ou dans la ruralité. Vous savez que c'est des helminths, donc des vers, qui soient plats ou ronds, et notamment la toxocarose, qui est une parasitose qui est vraiment pas rare, et puis pour laquelle les patients peuvent être assez facilement asymptomatiques. Les médicaments, vous savez que c'est également une très grande cause. Ça peut être l'hypersensibilité purement biologique avec l'hyperionophilie, et puis ça peut être la toxidermie jusqu'au DRESS syndrome, où là, l'hyperionophilie fait partie de la définition, de la même que les atteintes d'organes également. Et donc, il faut savoir rechercher forcément dans les jours précédents, mais dans les semaines et parfois dans les mois précédents, un nouveau médicament et avoir un petit peu le flair sur le type de médicament imputable. Et donc voilà, et avoir un interrogatoire assez policier sur les médicaments, récupérer des ordonnances, voire appeler le médecin traitant quand il y a eu une hospitalisation, récupérer le courrier d'hospitalisation. Ça peut être très fastidieux, mais ça peut empêcher, comment dire, éviter de faire un bilan très exhaustif chez un patient qui ne le mérite pas. Les cancers, vous savez que c'est classique également. En hématologie, il y a les lymphomes et surtout les lymphomes T, qu'ils soient cutanés ou systémiques ganglionnaires, la maladie de Hodgkin, et puis tous les cancers solides, plutôt de type adénocarcinome en phase plutôt avancée avec des métastases. Et donc, on verra souvent ça sur des patients altérés avec déjà voilà, des métastases un petit peu diffuses. On va voir qu'il y a pas mal de maladies de système. Bon, forcément, en tant qu'interniste, je vais vous faire un point là-dessus assez rapide, mais c'est important. Les SHE, on va le détailler forcément. Et puis, il y a toutes les hyperéosinophilies à bilan étiologique négatif et qu'il faut savoir surveiller, même en l'absence de symptômes. Après, encore une fois, la surveillance sera un peu à adapter en fonction du profil du patient. On verra après de la sensibilité à la corticothérapie
et puis du taux d'éosinophiles, même si encore une fois, c'est pas corrélé, mais quand même, on laisserait difficilement quelqu'un à 20 000 éosinophiles sans consultation rapprochée, alors que quelqu'un qui aurait 1600, on serait quand même un petit peu plus détendu. Je vous rappelle le cycle parasitaire, notamment des helminthes et notamment, ça c'est assez connu, de l'ascaridiose avec une infestation digestive, des larves qui vont aller se développer au niveau pulmonaire et qui vont donner une réaction éosinophilique au niveau pulmonaire. Et puis des éosinophilies qui peuvent être un petit peu variables, ondulantes parfois dans le temps. Voilà, donc c'est vrai que chez certains patients ou chez qui on finit par voir une éosinophilie qui ondule et qui disparaît après un traitement antiparasitaire, quand même on se dit qu'on était vraiment sur une étiologie parasitaire. Un petit mot sur les parasitoses. Bon, le but n'est pas de faire un cours de parasito, mais vous savez que voilà, il y a des parasitoses assez banales qui donnent moins de 1500 éosinos, le ténia, les oxures pour les principales. Pour tout ce qui est des parasitoses avec hyperéosinophilie réelle, ça sous-tend le plus souvent un cycle tissulaire, donc c'est des helminthes, voilà, je vous les en détaille pas toutes, mais la toxocarose quand même, la dystomatose également, plutôt une atteinte hépatobiliaire, mais donc des maladies en métropole. Et puis, bah, dès qu'il y a un retour de voyage, alors là, il faut vraiment être policier, c'est de se renseigner, à prendre un avis infectieux si on n'est pas sûr de quelle parasitose il y a en fonction du pays dont vient le patient, mais là, il faut vraiment trouver le parasite, le rechercher, soit par des sérologies, des examens de sel, et il faut le traquer. Voilà. Quant aux médicaments, donc je reprendrai plusieurs fois de suite des exemples du PNDS, qui est en gros les recommandations françaises du protocole national de diagnostic et de soins qui a été fait par le CEREO, le groupe français d'études des éosinophiles. Et donc, il y a pas mal de traitements facilement imputables, tout ce qui est des antibiotiques voilà, qu'on utilise en pratique. Bon, bien sûr, le Bactrim, que vous savez, qui est le cotrimoxazole, qui est assez facilement inducteur de toxidermie cutanée. Les INS, l'allopurinol, grand classique. Et puis après, il y a des petites choses qu'il faut savoir également, notamment les inhibiteurs de checkpoint, où ça a été décrit, on y pense peut-être un petit peu moins, puis on a tendance un petit peu moins à penser aux traitements injectables, notamment aux héparines. Voilà. Donc il faut vraiment penser à tout, reprendre les dates d'introduction, et puis quitte à en arrêter certains qui ne seraient pas indispensables, et de faire un essai après. Voilà, en sachant que quand on arrête un traitement, et s'il est réellement inducteur de l'hyperéosinophilie, l'éosinophilie peut mettre un certain temps avant de se normaliser. De l'ordre de plusieurs semaines, parfois un mois et demi, 2 mois, c'est pas. Il y a un cas particulier qui est le syndrome éosinophilie myalgique, et voilà, qu'on aime bien en médecine interne parce que ça peut mimer un tableau de fasciite à éosinophile. Et donc c'est lié à des compléments alimentaires qui sont de moins en moins fréquents. Et donc ça, c'est pour insister sur le fait que c'est pas parce que c'est pas un médicament que ça peut pas être imputable. Et donc il faut savoir, voilà, demander au patient de déballer le sac à pharmacie si vraiment on croit à un médicament. Voilà, ça c'est des images de Dresde d'un patient voilà, qu'on avait vu enfin, qui était traité pour un cancer du rein. Donc voilà l'atteinte du visage typique, du tronc, et puis on voit qu'un patient qui n'est pas en très bon état, avec des atteintes systémiques pulmonaires, une hyperéosinophilie importante, et puis une régression qui est lente même à l'arrêt du traitement. Ça, c'est pour la nosologie académique des hyperéosinophilies. Donc, ça peut aider aussi à comprendre le mécanisme. Tout ce qui est réactionnel, on va mettre dedans pas mal de choses. Tout ce qui est les cancers, les parasites, les médicaments et autres, les maladies de système. Et le mécanisme, c'est une sécrétion du coup de, de, de- de cytokines qui vont stimuler la croissance et la prolifération des éosinophiles tels que l'interleukine 5. Il y a également voilà, l'interleukine 4, et c'est vraiment dans un cadre de maladie qu'on dit TH2, donc peu inflammatoire, avec une ambiance entre guillemets allergique. Il y a toutes les formes clonales enfin, que je ne détaillerai pas moi, et les formes familiales qui sont rares, mais qui sont a priori plutôt bénignes.
Les maladies dites immunitaires au sens large qui donnent de l'hyperesnophilie, il y a la GEPA, donc la granulomatose éosinophilique avec polyangite, qu'on appelait avant le Churg-Strauss. Certaines autres vascularites à ANCA peuvent donner une petite éosinophilie, la périartérique noueuse également, donc des maladies voilà, purement de médecine interne, mais juste intéressant de le savoir, plutôt pour vous hématologues. La MAC4, donc la maladie associée aux IgG4, je vais vous en parler un peu plus tard, mais c'est important de savoir que c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas rare. La polyarthrite rhumatoïde, normalement, il y a un tableau articulaire au premier plan, il y a des anticorps, mais voilà, j'ai quand même eu deux patients qui avaient plus de 5 gigas éosinophiles et une authentique polyarthrite déformante de novo, et donc voilà, faut savoir que c'est possible. La pemphigoïde bulleuse, donc c'est un classique. Elle peut se présenter d'abord par un prurite et une hyperéosinophilie, donc il faut savoir voilà, demander un avis dermato si on n'est pas à l'aise, mais biopsier la peau et y penser. Certaines maladies inflammatoires de l'intestin, mais c'est en général assez minime et assez rare que ce soit très élevé. Et puis voilà, la fasciite éosinophile ou syndrome de Schulman, qui est une maladie vraiment, une entité particulière, qui est presque une forme de SHE limitée au fascia et à la peau qui donne voilà, une modification, un épaississement et une forme presque de sclérose, mais profonde de la peau, dont je ne parlerai pas plus aujourd'hui. Le cas particulier de la maladie associée aux IgG4, c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître parce que vous pouvez en croiser en hémato. C'est une maladie qui est dite fibro-inflammatoire parce qu'en histologie, il y a voilà, un excès de plasmocytes, lymphoplasmocytes qui exprime de IgG4. Il y a une composante de fibrose au niveau histologique qui est assez caractéristique et qui va aider à poser le diagnostic. Il y a différentes formes cliniques avec des formes purement euh, on va dire, glandulaires et ganglionnaires au niveau cervical, des formes systémiques, des formes limitées au pancréas, et puis des formes au niveau de l'aorte périaortite. Le taux d'IgG4, alors pour beaucoup de médecins non internistes, c'est pathognomonique de cette pathologie, mais pas du tout, hein. C'est très évocateur dans un contexte qui colle, mais c'est uniquement le reflet en fait, de l'inflammation TH2 qu'on peut voir dans pas mal d'autres pathologies, et pourquoi pas des infections parasitaires, d'autres maladies autres. L'éosinophilie ou l'hyperéosinophilie est non rare. Voilà, on peut avoir jusqu'à 1000, 1500, 2000. Dans les critères diagnostiques, quand on a plus de 3000, ça doit être un signe d'alerte pour est-ce que c'est pas un SHE, est-ce que c'est pas autre chose. Et il s'avère qu'il y a des formes frontières, des patients MAC4 avec une hyperesnophilie importante et qui ont plus des atteintes de type SHE-like avec le poumon qu'on voit quand même assez rarement dans la MAC4, l'atteinte digestive qui est pareil, pas typique de cette maladie. Et donc, voilà, il faut savoir qu'il y a un peu une porosité entre ces deux entités et qu'il y a une physiopathologie qui semble coller. Donc là, c'est des images de TEP scanner de maladies associées aux IgG4. Donc ça peut faire peur à un médecin nucléaire qui n'a pas vu le patient, parce qu'en général, c'est des patients qui vont bien, qui sont à peine fatigués ou pas, et qui n'ont pas de fièvre, pas d'inflammation, et pourtant ils ont des ganglions, ils ont des fixations un peu partout, ils ont des masses orbitaires, potentiellement des fixations pleurales, donc tout ce qui colle avec un lymphome, mais une hyperesnophilie, donc voilà, ça fait stresser tout le monde, mais en fait, c'est une maladie qui se traite assez bien par corticoïdes, et éventuellement du rituximab. Les maladies non classables, pareil, c'est plus de la culture G, parce que c'est rare voilà, que ça arrive entre vos mains alors, à part la GVH que j'ai noté, effectivement, ça risque de tomber dans vos mains, mais les restes, pas forcément. Les infections non parasitaires, il peut y avoir une petite éosinophilie, c'est rare que ce soit très élevé. Pareil pour la maladie cœliaque, insuffisance surrénalienne, c'est décrit. La mastocytose, par contre, ça, c'est vraiment, il faut le noter. Mais encore une fois, voilà, c'est l'enquête diagnostique en fonction de la symptomatologie, si elle est évocatrice de mastocytose, avec des flushs, des diarrhées, des malaises, des lésions cutanées, des angioëdèmes, et puis un myélogramme et une mutation séquite qui doit pouvoir vous aider. Certains déficits immunitaires, c'est pas le sujet aujourd'hui, où l'éosinophilie peut être assez importante. La démarche étiologique, alors il y a toujours plusieurs manières de voir les choses, entre voilà, dans quel sens on fait les choses, mais bon, le tout c'est de tout faire. Donc évaluer le retentissement effectivement clinique à l'interrogatoire, ça on peut le faire avant même d'avoir vu le patient quand on est au téléphone avec
le médecin qui vous appelle ou l'avis par mail, savoir quand est-ce qu'il faut le voir, s'il faut le voir demain, cette semaine ou dans un mois. Euh, il faut éliminer les causes réactionnelles, ça une fois qu'on a vu le patient, ou même en amont, si on peut mettre en évidence d'emblée une cause médicamenteuse, voilà, ça règle le problème le plus vite possible. Et donc effectivement, typiquement, voilà, quand vous êtes appelé en avis à l'hôpital pour une hypersnophilie, bah, tout de suite on regarde les antériorités, on voit qu'à l'arrivée à l'hôpital, les éosinophiles étaient normaux. Voilà, on voit que ça monte au cours de l'hospitalisation. Soit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là, soit c'est un médicament. Et donc là, voilà, l'enquête est assez simple. On arrête tout ce qu'on peut et on réévalue. Le bilan étiologique, je vais en parler juste après. Et puis la question du déparasitage, voilà, c'est une pratique française assez fréquente, mais que je fais d'ailleurs quasi systématiquement. Donc, voilà. Le bilan qui est celui qui est proposé par le PNDS, donc alors, voilà, en fonction des sociétés savantes, il y a certains bilans qui sont bien plus étoffés que ça, et certaines sociétés qui demandent de rechercher de faire de la biologie moléculaire pour rechercher une hyperesnophilie clonale devant toute hyperesnophilie à plus de 1500, ça paraît, euh, ça paraît un peu déconnant, sans avoir vu le malade et sans contexte. Et donc, bien sûr, voilà, un contrôle de la NFS, un bilan standard complet, des éléments d'orientation pour certaines maladies, des LDH, bon, qui sont spécifiques de pas grand-chose, mais chez un patient qui est altéré, ça peut nous aider. L'hypercalcémie va forcément voilà, nous mettre la puce à l'oreille vers quelque chose de métastatique, de lymphomateux ou autre. Le retentissement cardiaque, avoir la troponine systématique, je pense que là, on peut être d'accord. Voilà, dès qu'il y a plus de 1500, après, il faut savoir l'interpréter si c'est un patient cardiopathe connu, un insuffisant rénal, mais bon, en tout cas, il faut la faire. Et puis, des marqueurs tels que la tryptase et la B12, qui ont des utilités différentes. La B12, ça peut être pour orienter vers un diagnostic de cancer, même si c'est pas le meilleur marqueur, hein. Il faut mieux examiner et faire un scanner, mais bon, ça va être des petits éléments d'orientation. La tryptase, ça peut être pour la mastocytose, mais on va le voir plus tard, les formes clonales. Les IgE total, bon, c'est un marqueur qui est très imparfait. C'est un peu comme les IgG4. Ça va, voilà, avoir des IgE total augmentés, ça va. Si on ne sait pas les interpréter, il faut peut-être pas les doser. Ça veut juste être plutôt un marqueur d'une origine réactionnelle par voilà, une activation de la voie TH2. Mais voilà, ça ne va pas du tout faire un critère diagnostic de SHE lymphoïde voilà. Vous savez qu'il y a voilà, plein de gens qui ont des IgE total augmentés, surtout s'il y a un terrain allergique. Donc bon. En tout cas, c'est dans le PNDS, mais à prendre avec prudence et savoir l'interpréter. La sérologie Toxocaro, c'est la seule sérologie parasitaire qui est recommandée à titre systématique. Et effectivement, bah, on en trouve plein en fait des sérologies positives. Alors, c'est pas toujours la cause de l'hyperéosinophilie, mais on en trouve ouais, assez souvent quand on commence à en faire. Les examens parasitologiques des selles, moi, j'en fais pas trois. On avait appris trois, espacé de 3 jours. J'en fais quand même au moins une fois. Quand j'ai vraiment une suspicion de parasitose, on peut le faire plusieurs fois, mais à ce moment-là, on va mettre un traitement antiparasitaire, on va faire d'autres sérologies et voilà, on va trouver autrement la parasitose. Le scanner, effectivement, peut-être en deuxième intention ou rapidement, effectivement, en fonction du contexte, mais ça va venir assez rapidement pour éliminer toute forme de cancer ou de lymphome. Et puis après, en fonction du contexte, le TEP, ambiance onco-hémato, des biopsies ciblées, des marqueurs tumoraux, voilà, le PSA, le marqueur du sein, s'il y a une notion de nodule mammaire. Enfin voilà, tout ça, c'est du cas par cas. Les encas qui ne sont pas dans le bilan de première intention, on va avoir quand même tendance à faire au bout d'un moment s'il y a voilà, un peu de symptomatologie. La protéinurie, nous, on a tendance à la faire, moi j'ai tendance à la faire en bilan systémique pour toute situation d'un peu d'enquête diagnostique. Et puis le reste est vraiment soumis à une orientation clinique particulière. ABPA, aspergillose bronchopulmonaire allergique, surtout chez voilà, les patients asthmatiques avec des anomalies au scanner, des impactions mucoïdes. Bon, là, il faut s'aider éventuellement d'un pneumologue, d'un radiologue thoracique pour savoir si ça vaut le coup de la rechercher. Petit cas rapide pour vous montrer que
voilà, que des fois, en fait, faut voir les patients, quoi. Euh, Bilan de routine, médecin traitant qui envoie un avis, éosinophilie à 8 gigas, recontrôlé. Bon, on se dit c'est mieux d'avoir le patient en hospitalisation, il a 78 ans, il est comorbide. Bon, le patient, il dit, oh, vous êtes sûr qu'il faut venir à l'hôpital, tout va bien. Bon, et puis il vient finalement, et puis on se rend compte qu'en fait, il avait quand même une éruption cutanée, des nécroses digitales, et puis bon, la dernière photo, elle date pas du jour d'entrée, sinon le patient, vraiment, on peut se poser la question sur son état cognitif, mais voilà, en tout cas, le patient disait aller bien, mais il y avait des hémorragies sous-inguinales un petit peu partout, et puis un orteil qui était déjà très violacé. Et donc voilà, le message, c'est faut voir les patients quand il y a une hyperéosinophilie assez récente et élevée. Et en l'occurrence, c'était un SHE réactionnel à un lymphome TLAI. Et il n'y avait pas, voilà, il y avait pas pas de population SHE lymphoïde au préalable, parce qu'on verra un peu plus tard que ça peut être, le LAI peut être une transformation de cette pathologie. Quel déparasitage? Alors encore une fois, voilà, c'est une pratique très française. Dans d'autres pays, ils font uniquement s'ils documentent une parasitose. Ils font de manière très ciblée. Moi, je pense que ça fait gagner des examens, ça fait gagner du temps quand on fait la bonne pioche et que voilà, il s'avère que c'est parasitaire et que sur le bilan de contrôle, tout s'est normalisé. Donc il y a l'albendazole, hein, qui est un peu un antiparasitaire assez large sur pas mal d'helminthes, et notamment la toxocarose. Alors, il y a certaines parasitoses qui vont se traiter en 3 jours, d'autres en 7, d'autres en 14. Globalement, la toxocarose, c'est plutôt une durée prolongée de 7 à 14 jours. Donc, si on fait au moins 10 ou 14 jours, globalement, on la cible. Donc, moi, c'est ce que je fais. Voilà, 10 jours en général. L'ivermectine, c'est surtout s'il y a un voyage en zone d'endémie en Guilulot. Je vous remettrai la carte un peu plus tard. On peut éventuellement renouveler si on a une forte suspicion, mais pour le coup, je le renouvelle assez peu quand j'ai pas d'hypothèse franche dans ce sens-là. Et puis après, il y a d'autres antiparasitaires, mais quand on a une étiologie un peu derrière la tête, notamment le praziquantel, il faut vraiment qu'on pense à une bilharziose. Donc les bilharzioses, c'est des symptômes digestifs ou urinaires. Le plus souvent, c'est voilà, l'hématurie du patient égyptien ou Moyen-Orient, voilà, ou des diarrhées. Voilà. Et la flubendazole qu'on utiliserait plus pour des parasitoses qui en général ne donnent pas d'hyperéosinophilie. La question du myélogramme, il y a pas mal de cas où le myélogramme est fait, mais en fait c'est assez peu rentable, hein, parce qu'on va avoir une hyperéosinophilie médulaire qui va pas du tout être spécifique. Et donc, il faut la réserver à des cas de suspicion de cancer, sachant que bah, pour un cancer, une hémopathie, je vous apprends pas que c'est mieux quand même d'avoir un tissu plutôt qu'un myélogramme. Et donc, bah, l'idéal, c'est d'avoir quand même fait un scanner et d'avoir une cible biopsique mieux qu'un myélogramme. Mais bon, ça peut être un premier examen d'orientation, hein, notamment si on, voilà, si on n'a pas de cible biopsique évidente, ça peut aider. Pour la forme clonale, je ne vais pas détailler, mais voilà, on peut voir des éléments dystrophiques et c'est intéressant. Et en cas de suspicion de mastocytose, ça va être un des éléments importants du diagnostic, en plus de la mutation, c'est KIT. Quand rechercher une origine clonale, je suis quand même obligé d'en parler dans le bilan. Globalement, voilà, c'est la synthèse du PNDS. Les éléments importants à savoir, c'est que c'est le plus souvent des hommes, qui a des signes d'orientation biologique avec la tryptase LAB12, il y a souvent une splénomégalie, et quand il y a une atteinte clinique, il y a souvent une atteinte assez sévère, volontiers cardiaque. Alors je dis souvent, non, il n'y a pas souvent une atteinte cardiaque, mais plus volontiers une atteinte cardiaque et des atteintes vasculaires et des ulcérations cutanées qui, quand il y a une présentation comme ça, on peut vraiment la suspecter. Mais c'est une maladie qui est quand même très rare. Donc voilà, quand on se place en bilan de médecine interne, bilan d'hématologie de première ligne, sur une hypersnophilie, il faut vraiment pas penser à ça en première intention du tout. Et il y a pour le coup un vrai intérêt de la corticothérapie qui n'est pas à forte dose et sur une courte durée, un peu comme on pourrait faire dans le PTI où on est content de voir les plaquettes qui montent, ça nous rassure et ça valide un petit peu, ça confirme le diagnostic de PTI quand la réponse est claire. Et là, de la même manière, on met 5 jours de 30, 40, 50 mg de prédnisone, on voit que de 3000, on passe à 0 ou à 200.
Bon, ça permet d'exclure avec une très très bonne valeur prédictive négative l'origine clonale. Mais par contre, voilà, à contrario, le fait d'avoir une mauvaise réponse à la corticothérapie n'implique pas forcément une forme clonale sur des formes associées aux hémopathies, sur des formes associées au cancer, ça peut arriver. Voilà, il y a la notion d'hypersophilie de signification indéterminée. Donc, en gros, le bilan étiologique est négatif. Il faut savoir jusqu'où on va le pousser. Voilà, là, c'est un peu du cas par cas. Souvent, on aura fait le déparasitage quand même pour conclure à ça. La corticothérapie, volontiers également. Et puis, il faut du recul. Et le suivi, bah, voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment du patient, du terrain, de la crainte voilà, la confiance qu'on a en notre bilan étiologique. Et c'est bien de les revoir quand même plusieurs fois avant de dire, avant de les laisser dans la nature. Et bon, moi pour l'instant, je les ai pas trop laissés dans la nature. Euh, ou en tout cas, il faut qu'ils soient bien bien cortiqués et je leur dire qu'ils aient bien compris qu'un éosinophile, ça peut être toxique pour les tissus. Alors, on va passer à la partie SHE. Donc, je rappelle la définition, c'est une hyperéosinophilie, donc 1500 ou plus, avec une ou plusieurs lésions d'organes attribuables à celle-ci. Voilà. Et un élément important à savoir, c'est que quelle que soit la cause de l'hyperéosinophilie, il peut y avoir voilà, une toxicité dans les tissus, donc un SHE. Hein. C'est pas du tout prédictif de la cause. Donc, donc voilà. Euh, Ça, c'est important vraiment à connaître devant une situation clinique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un éosinophile dans les tissus comme toxicité? Donc, il y a les grands classiques, c'est la peau, le poumon, le tube digestif. Voilà, avec tous les symptômes. Alors, pour le tube digestif, c'est adapté, la symptomatologie est adaptée à chaque étage hein, qui est atteint, à la profondeur de l'infiltrat éosinophile en fonction de si c'est superficiel, profond, voilà, la localisation. Je vais détailler un petit peu plus tard la peau et puis poumon et le reste. Il faut savoir qu'il y a des atteintes rhumatologiques, il y a des atteintes artérielles et veineuses et surtout microcirculatoires. Donc ça, c'est le concept d'éosinotoxicité. Et donc, il y a trop d'éosinophiles, il y a un symptôme. La question, c'est est-ce que l'éosinophile est coupable, en gros? Donc l'idéal, c'est de pouvoir biopsier le tissu. Ce sera le seul juge de paix la plupart du temps pour pouvoir confirmer, documenter que c'est bien du coup un SHE, enfin en tout cas une expression de l'éosinophilie. Euh, et alors, il y a certaines situations où on ne pourra pas biopsier, hein, où ce sera très risqué, biopsie cardiaque, biopsie au niveau cérébral. Quand c'est au niveau vasculaire, hein, ça va être compliqué voilà, c'est compliqué, voilà, on va pas faire des BAT à tout le monde, même si ça a déjà été fait, et on peut trouver de la vascularité eosinophile, mais voilà, il y a des moments où on ne peut pas documenter de manière évidente, et donc ça va être la situation clinique, le fait que ce soit un tableau connu, typique d'éosinotoxicité, et puis le fait que les éosinophiles suivent le même, le même, la même évolution que l'atteinte clinique. Voilà. La présentation clinique, elle est assez hétérogène. Je viens de vous lister les manifestations possibles. Globalement, ça c'est une série assez ancienne, mais qui est assez, voilà, qui fait toujours, qu'on voit dans tous les topos, qui fait foi, sur les principales atteintes avec la triade de tête qui est dermato-pulmonaire gastro-intestinale. Et puis voilà le deuxième tableau qui dit à peu près globalement, il y a quasiment tous les patients qui ont une atteinte cutanée, c'est un peu ça le message, le poumon arrive vraiment derrière, et que l'évolution, en fait, elle va être très variable, et donc il faut savoir observer voilà, le patient euh, pour adapter son attitude thérapeutique. Il peut y avoir voilà, des maladies monophasiques, des maladies récurrentes et des maladies un peu chroniques, comme pas mal de maladies de médecine interne. Et donc, voilà, le traitement va forcément dépendre de ça. Si c'est des poussées, ça peut être des corticothérapies en cure courte. Et si c'est sur une maladie chronique, c'est à peu près certain que soit il va falloir trouver une dose minimale efficace, soit il va falloir un traitement d'épargne. Il y a voilà, ces données également qui sont bien connues, qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il y a un SHE myéloïde qui sera présenté après, voilà, il y a
surreprésentation des atteintes cardiaques et hématologiques, surtout au niveau de la rate, et qu'en opposition, le SHE lymphoïde, on va dire que ça nous va bien au niveau intuitif, voilà, l'atteinte des ganglions est également plus marquée. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément actuellement, on n'a pas d'explication claire pourquoi chez certains patients, ils vont avoir 4000 éosinophiles pendant 10 ans, il ne va rien se passer, et d'autres, voilà, pourquoi sur un médicament avec 2000 pendant une semaine, ils vont faire une atteinte cardiaque. Bon, voilà, il y a pas mal de données fondamentales, et d'hypothèses, mais en tout cas, c'est pas encore très clair. Un mot sur la cohorte cohésion, donc les cohortes françaises du Céréo, avec beaucoup de centres qui ont participé, qui nous donnent un peu un panel avec les biais que ça comporte, hein. C'est pas mal de centres CHU et de gros centres, donc voilà, il peut y avoir un biais de recrutement, mais en tout cas sur la distribution des hypereosinophilies et des SHE, on voit que le trio de tête, pour le coup, on pourrait presque dire le quatuor avec les cancers, mais c'est voilà, les hémopathies lymphoïdes, les médicaments et les parasites. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête et dire si c'est pas un des trois, c'est déjà rare. Et de voir que sur les syndromes, les SHE, les syndromes hypereosinophiliques, quand même, la majorité est idiopathique. Donc finalement, on peut toujours avoir la crainte. C'est vrai qu'au début, j'avais toujours la crainte de me dire, j'ai pas cherché assez loin à faire des bilans à rallonge, mais en fait, de voir ça, c'est se dire que voilà, finalement, c'est normal. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, mais en tout cas, probablement que dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de maladie d'étiologie claire sous-jacente. L'atteinte dermatologique, elle est très très riche, très très polymorphe. Voilà, ça va du prurite, qui est quand même un élément caractéristique, à des lésions eczématiformes, des prurigots, des papules, de l'urticaire, des angioëdèmes, et donc il y a une forme clinique qui est connue, qui s'appelle syndrome de Gleich, avec le plus souvent une hyper-IgM qui se voit un peu plus dans les syndromes hyperosophiques lymphoïdes, mais également idiopathiques. Et puis après, il y a des atteintes un peu plus, voilà, on va dire, dans la littérature, des hypodermites avec la cellulite de Wells, la pustulose éosophique de Fuji. Enfin, voilà, c'est des maladies qui avant étaient décrites avec leur spectre organocentré et qui maintenant, qu'on comprend un peu mieux les SHE, on a tendance en fait, à dire que c'était des SHE, des expressions cutanées de SHE. Voilà, en tout cas, encore une fois, il y a une porosité entre atteinte d'organes, SHE, et c'est, on va dire, en constant euh, mouvement. Les nécroses cutanées sont plutôt l'apanage des formes clonales. Concernant l'atteinte des voies aériennes, bah, en fait, on va retrouver la maladie des voies aériennes, entre guillemets, de l'atopique, hein, avec la polypose, la rhinite, l'asthme. Et puis au niveau du poumon, c'est pareil, ça peut être assez divers. Là, c'était l'image d'un patient qui a une pneumonie chronique eosinophile qu'on appelait maladie de Carrington. À l'époque, on donnait toujours des noms propres. Et donc voilà, le plus classique, c'est vraiment ce type d'image-là avec du verre dépoli, des condensations quand ça évolue, des images de bronchiolite que les radiologues arrivent bien à voir avec des mosaïques au niveau des alvéoles et des petites bronches. Et puis parfois, voilà, des impactions mucoïdes, de la bronchopathie, tout peut à peu près se voir. On va dire de la même manière qu'un asthme sévère. La toxicité cardiaque, ça faut quand même bien la connaître parce que on va dire que c'est peut-être la plus grave, hein, quand même. Et notamment la myocardite eosinophile, qui est une atteinte en fait sous-endocardique, donc qui est un peu différent de l'endocardite dite de Leffler voilà, c'est un autre mécanisme, c'est quelque chose enfin, globalement, ça va se diagnostiquer avec une troponine. Le TT va être imparfaite et ça va être très variable entre des troubles de cinétique globaux ou alors rien du tout. L'IRM, bien sûr, peut aider, mais c'est pas indispensable, hein. Alors, j'ai mis plus plus, mais parce que voilà, c'est si on vraiment veut un diagnostic de certitude, mais c'est pas indispensable de le faire forcément sur tout le monde. Et puis après, voilà, alors ce qu'il faut savoir, que la myocardite, elle est quand même souvent silencieuse, c'est-à-dire qu'on voit souvent les gens arriver avec des troponines déjà très élevées, sans qu'ils aient eu forcément de douleur thoracique.
déjà des péricardites, enfin des formes assez cognées, et finalement ils se révèlent soit avec la complication, l'insuffisance cardiaque, ou parce qu'ils ont un autre symptôme du SHE. Il y a des valvulopathies avec l'atteinte endocardique, et puis des thrombus, c'est une maladie qui thrombose très facilement parce qu'il y a voilà, des troubles de cinétique, vous avez vu tout ce que l'éosinophile peut relarguer au niveau de ma molécule vasomotrique et prothrombotique, et donc c'est voilà, c'est vraiment très très propice à de la thrombose. Voilà, il y a des spasmes coronariens qui ont été décrits. En fait, ça, voilà, ça peut à peu près tout donner, mais le plus classique, c'est quand même la myocardite. Il y a ce concept récent, assez récent français, et qu'il faut vraiment pas oublier, c'est qu'il y a vraiment un tropisme vasculaire des éosinophiles et qu'il peut y avoir à la fois comment dire, de la vasculopathie, c'est-à-dire par exemple des, des thromboses distales, ce que j'ai appelé, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est appelé pseudo-Buerger. La maladie de Buerger, c'est une maladie qui donne des ischémies distales au niveau des doigts chez les fumeurs de cannabis. Et donc ça donne des ischémies digitales. Et puis il y a des vrais tableaux pour le coup de vascularite avec un concept inflammatoire réellement, des mononévrites, ce qu'on peut voir vraiment dans une vascularite à Anka par exemple. Voilà. L'atteinte neurologique, elle est assez emblématique aussi finalement. Donc ça peut être la neuropathie à bas bruit. Donc il faut savoir poser la question à des patients qu'on suit avec des hyperéosinophilies dites asymptomatiques, quand même être sûr que voilà, les paresthésies dans les pieds, les troubles de l'équilibre, les troubles sensitifs, voilà, ne sont pas en fait les éosinophiles qui sont en train de détruire les nerfs. Les mononévrites, plutôt sur un mode vascularité éosinophile ou sur d'autres maladies, on va en parler après, type la GEPA. Et puis le système nerveux central avec une atteinte assez, en fait, c'est un peu les atteintes distales des doigts, mais au niveau cérébral, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle l'AVC des derniers prés, c'est-à-dire au niveau où les jonctions où deux circulations cérébrales se croisent, artère cérébrale antérieure et moyenne, moyenne et postérieure, voilà, et donc c'est ce que vous voyez sur les schémas, et en fait, voilà, ça se vérifie vraiment quasiment toujours en pratique, et donc voilà, pour le coup, des fois, il peut y avoir des petites lésions, on va dire hypersignaux de la substance blanche, etc. Mais quand on a un patient avec une hyperesnophilie et ces lésions-là, bah, il faut savoir retenir l'hyperesnophilie comme l'atteinte cérébrale, comme cause de l'atteinte cérébrale. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un peu un continuum. Il y a une nosologie qui est un peu mouvante entre des maladies d'organes, des maladies avec un patronyme, un nom de médecin qui a donné son nom, et finalement le fait que ça puisse être regroupé sous une forme de SHE, ou en tout cas d'une manifestation de l'éosinotoxicité. Et puis voilà, une maladie localisée à l'éosinophile, par exemple une maladie de Carrington, une pneumonie chronique à l'éosinophile, bah, en fait c'est finalement un SHE avec une atteinte pulmonaire, et si on laissait évoluer les choses, il y aurait probablement la peau en plus, ou voilà, en tout cas, bon, c'est sujet à débat, hein, parce qu'il y a probablement des authentiques maladies de Carrington mono-organe, mais en tout cas, vous avez compris le concept. On va parler un peu plus voilà, du SHE lymphoïde, donc différent du SHE clonal. Je mets ça parce que souvent on fait l'abus de langage, on dit voilà, est-ce que tu as recherché le clone? Sous-entendu le clone lymphoïde, sous-entendu en fait tu as fait une CMF, donc c'est pas de la clonalité. Donc bon, voilà, on joue sur les mots, mais en tout cas dans la nosologie, c'est pas le SHE clonal qui est un SHE myéloïde primitif. Et donc, c'est défini par ce SHE lymphoïde par des populations lymphocytaires qui sont aberrantes, avec un trou phénotypique ou des marqueurs aberrants. Le plus fréquent, dans une grande majorité des cas, c'est le 3-4+, avec d'autres marqueurs qui sont décrits, le CCR4 notamment, et la négativité du CCR6, avec un seuil qui est assez faible. Euh, voilà, alors habituellement c'est quand même un peu plus souvent que ça, mais voilà, en tout cas le seuil retenu dans le PNDS, c'est de 0,5, en sachant que il n'y a pas de consensus international sur ces seuils, donc il y en aura peut-être un jour, mais en tout cas on retient ces seuils-là, et au moindre doute il faut savoir discuter avec le cytométriste, éventuellement un référent céréo si besoin.
Et les deux autres populations, c'est 3+, 4+, CD-, et l'autre, c'est une population T double négatif, TCR alpha bêta. Voilà. Il faut, quand on trouve cette population, demander une clonalité T, mais on peut ne pas la retrouver, notamment si la taille du clone est assez faible, ça dépend des techniques, donc c'est positif dans, on va dire, deux tiers, trois quarts des cas, mais le fait de ne pas en trouver ne remet pas en cause le diagnostic. Et pour le coup, le fait de trouver un clone T, dans le cadre, je sais pas, on a fait un myélogramme, on a fait un myélogramme devant une hyperéosinophilie, on a trouvé un clone T. Bon, soit il y a un lymphome T, ok. On va pas conclure par contre un SHE lymphoïde sur la foi de cette clonalité T isolée s'il n'y a pas le clone sanguin associé. Donc, il faut savoir bien discuter avec le cytométriste, préciser sur la demande. Je ne sais pas comment sont faits vos bons, mais en tout cas, faut soit cocher la bonne case, soit prévenir le cytométriste. Éventuellement, adresser à Lille, ou vraiment, oui, voilà, centre de référence pour cette cytométrie-là. On peut prouver en cytométrie les productions des interleukines 4 et 5 qui est également facultative, mais voilà, ça fait partie des critères possibles. Et il faut savoir que si vous faites des biopsies et que voilà, vous retrouvez un infiltrat avec 3 4 plus, euh, alors sur un ganglion, ça peut soulever la question d'un lymphome. En l'occurrence, ça peut être juste le SHE lymphoïde qui, enfin, en tout cas la population qui s'est retrouvée dans les ganglions de manière non pathologique et qui ne doit pas inquiéter plus. Mais bon, ça, il faut quand même savoir faire la part des choses entre un lymphome T type LAI et juste une localisation ganglionnaire d'un SHE lymphoïde. Donc ça, il y a des marqueurs adaptés pour les lymphomes TFH et il y a un tableau clinique qui est normalement celui d'un lymphome T et qui n'est pas celui d'un SHE lymphoïde qui est vraiment indolent. Voilà, c'est une maladie rare. Je vous ai mis ce tableau-là. Romain, je peux me permettre, on est déjà à 50 minutes de présentation, voilà, c'est juste pour info, si on peut accélérer un tout petit peu. Ouais, excusez-moi, je vais accélérer, je ne voyais pas le temps passer. Je vais accélérer. Maladie rare, voilà, 6% sur la cohorte cohésion. Je vous remontre les profils cliniques des atteintes avec la peau qui est importante, le poumon, et puis la particularité, c'est les articulations et les ganglions. Voilà, des images, je vais passer vite. La biologie est aspécifique, il peut y avoir une hypergamma et notamment une hyper-IgM. Les IgE totales, je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout spécifique. Voilà, les taux d'IL5, on le fait pas en pratique clinique. Il faut quand même, quand on identifie cette maladie-là, faire une imagerie, un scan TAP et éventuellement, en tout cas, c'est recommandé dans le PNDS de faire un TEP de référence dans l'éventualité où ça pourrait se transformer pour avoir un TEP de référence, mais ça, c'est à l'appréciation du clinicien. Et le risque d'évolution est d'environ 10% en lymphome TLI. La prise en charge, globalement, ça va se baser en premier lieu sur la corticothérapie, l'identification de la cause quand c'est réactionnel, parce que si c'est médicamenteux, bien sûr, c'est arrêter le médicament qui va traiter. Et puis l'objectif d'épargne cortisonique pour éviter les complications de la corticothérapie. Le traitement des SHE non clonaux, ça c'est voilà, je me suis inspiré du professeur Jean-Emmanuel Kahn, qui montre que, enfin voilà, globalement la première ligne c'est les corticoïdes. Quand il faut se poser la question d'un traitement d'épargne, il y a globalement l'interféron pégylé qui marche bien, quelle que soit la forme, si c'est lymphoïde ou non, à des doses assez faibles. Après, il y a les anti-interleukines 5 dont je vais parler juste après. Et puis, il y a un nouveau traitement, mogamulizumab, qui est voilà, vraiment émergent, mais au tout début, sur l'anti-CRCR4 dans le SHE lymphoïde. Les objectifs et les cibles thérapeutiques, ça va être dépendant du patient. Si c'est des atteintes, on va dire, récidivantes, peu graves, ça va être des corticothérapies courtes, avec se poser la question d'une dose prolongée de fond si vraiment il y a beaucoup de crises pour avoir un objectif de dose cumulée la moindre possible, se poser la question du traitement d'épargne et alors que faire s'il y a des éosinos qui restent un peu élevés, bah, si c'est pas une forme grave, une forme cutanée et qu'on peut suivre les patients sur la peau qui vont bien, c'est pas un objectif. Par contre, si le patient il a fait une atteinte cardiaque, on va avoir très très envie d'avoir zéro, enfin moins de 500 éosinophiles, hein, surtout initialement, parce qu'on sait que ça va quand même être un petit peu un marqueur indirect de ce qui peut se passer dans son organe.
Le mépolizumab a fait l'objet d'études d'abord en intraveineux puis en sous-cutané. Voilà, a été validé par rapport à la corticothérapie avec une bonne efficacité, une épargne cortisonique et un profil de tolérance qui est très bon. Ça, c'est des injections toutes les 4 semaines. Malheureusement, il n'y a qu'une galénique à 100 mg, donc le patient est obligé de faire 3 injections et on peut éventuellement baisser la dose si le patient va bien par la suite. Je vais quand même parler des situations d'urgence qui s'imposent un peu quand même à nous, c'est-à-dire la myocardie, l'attente neurologique centrale. Voilà, on va pas laisser un patient continuer à faire des micros, même si c'est des micro AVC, c'est quand même des AVC. Les manifestations thrombotiques comme le patient que je vous ai montré, la vascularité eosinophilique, l'asthme aigu grave. Là, ça va être une corticothérapie le plus souvent en bolus, mais voilà, adaptée à la situation. Il ne faut pas oublier l'anticoagulation préventive, un peu comme un patient voilà, inflammatoire ou avec un cancer, parce que vous avez vu que c'était un tropisme vasculaire. Déparasiter au moindre doute s'il y a un séjour dans les pays qui sont listés sur la carte. Et puis je vous ai mis après hydroxycarbamine, mais ça c'est vraiment soit si on ne s'en sort pas avec les corticoïdes ou s'il y a voilà, un doute avec une forme clonale. Et s'il y a vraie suspicion de forme clonale, c'est plutôt l'imatinib. Quelques cas cliniques très rapides. Une diapo, Madame N, 63 ans, qui a une spondylarthrite, qui était sous AINS, qu'elle prenait de temps en temps. Elle arrive à notre hôpital avec une grosse hyperesophilie, une éruption maculopapuleuse, une troponine à 1700, une myocardite, un syndrome inflammatoire et les classiques AVC jonctionnels, comme vous avez pu le voir, qui étaient déficitaires. Enfin, la patiente était déficitaire, on la bolus, ça va mieux et voilà, on conclut finalement, après enquête diagnostique, à une hypersensibilité au diclofénac qu'elle avait pris quelques jours avant. Et voilà, donc ça illustre à la fois que la cause, enfin l'origine du SHE peut être sévère, indépendamment du chiffre. Et voilà. Je vous ai fait une diapo sur le barazilumab qui n'a pas la MM et qui est en cours d'étude. Voilà, essaye de tirer sa part du gâteau. C'est un anti-IL-5 récepteur. Je vais passer vite. Et puis, pour vous montrer un peu voilà, que quand même, on va finir sur un cas de médecine interne, une patiente de 59 ans qui arrive avec une hyperesnophilie, une myocardite, mais également une péricardite. Vous pouvez voir avec un cœur bien confortable dans son péricarde. Voilà, une IRM franchement pathologique, je vais vous laisser lire, je ne vais pas citer. Un scanner qui montre plutôt une histoire, plutôt voilà, une insuffisance cardiaque et de la bronchopathie. Et donc, on peut se poser la question d'un SHE. Puis, en fait, quand on va voir la patiente, ça semble un peu plus évident. En fait, cette dame, elle a un asthme, une polypose nasocinésienne depuis 2 ans qui a été clairement instable. Elle a un tableau plutôt inflammatoire. Elle est subfébrile, elle a des myalgies depuis un mois. Elle a vraiment une atteinte bronchique sévère et elle a une atteinte neurologique périphérique et un petit peu de purpura. Et donc, finalement, en fait, elle a des encas qui sont négatifs, mais elle a plutôt qu'un SHE, plutôt un SHERG, une GEPA en cas négative. Je vais vous parler très rapidement de la GEPA. Entre le SHE et la GEPA en cas négatif, c'est un peu les voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou Fight Club. Et donc, voilà, je suis obligé de vous parler de ça quand même. La GEPA, c'est une maladie éosinophilo-médiée, mais avec aussi une ambiance vascularite qui arrive plutôt tardivement, classiquement dans l'évolution, même si voilà, il y a toujours des exceptions. Et donc, vous voyez l'histoire naturelle de la maladie avec l'asthme, l'atteinte rhinosinusienne qui est très fréquente mais qui n'est pas toujours systématique, et puis l'éosinophilie qui monte, et finalement la vascularite en tant que telle qui arrive, un peu comme la patiente précédente. Voilà, je ne vais pas vous détailler, vous avez pu lire sur la diapositive les différentes formes, avec comme dénominateur commun l'asthme hyperéosinophilique. Il y a voilà, des études qui sont intéressées à essayer de comparer, de faire la part des choses entre un SHE qui peut donner à peu près les mêmes symptômes qu'une GEPA en cas négative, qu'est-ce qui permet de les différencier, un peu plus d'inflammation dans la GEPA, dans la vascularite, des atteintes voilà, préférentiellement neurologiques, bon, qu'on peut voir aussi dans le SHE, mais voilà, et puis après c'est un peu l'ambiance clinique et puis l'expérience qui peut faire ça. Après, il y a quand même des traitements qui se ressemblent, puisqu'on peut traiter une GEPA avec du mépolizumab et des corticoïdes, et un SHE également. Je vais m'arrêter là et je m'excuse pour la lenteur.
Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très clair et très complet. Alors, il y a des petites questions dans le chat, mais au vu du retard, je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de docteur Alcazer et puis on y répondra à la fin si vous êtes motivé. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, j'espère qu'il reste encore des gens. L'avantage après de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir manger en même temps que la présentation. Je vais essayer de vous parler du coup de zoophilie clonale. Donc, moi, je suis hématologue à Lyon. Et je vais surtout essayer de vous parler de choses dont ne nous a pas parlé Romain, ce qui va pas être forcément évident. Voilà, donc mes déclarations de lien d'intérêt. Je précise que j'ai pas de lien d'intérêt, pas de conflit hein, en lien avec cette présentation. Alors je vais remettre bien sûr les définitions, mais Romain vous les a déjà très bien présentées entre éosinophilie sanguine, hyperéosinophilie SHE sans hyperéosinophilique. Ce qui est important à comprendre, c'est que on va parler de SHE clonaux, mais en fait, dans les maladies clonales, on a aussi des hyperéosinophilies clonales, hein, c'est-à-dire des éosinophilies qui n'ont pas encore d'atteinte d'organes. Et puis, on va avoir aussi quelquefois des éosinophilies qui seront pas, enfin, qui seront à moins de 1500 et qui vont quand même être associées à des atteintes clonales. Donc, c'est pour ça, même si par langage, on parle de SHE clonaux, en fait, on a aussi des bilans diagnostiques d'éosinophilie d'origine clonale. Je ne reviens pas, bien sûr, il n'y a pas de relation stricte entre deux filets tissulaires, mais globalement, hein, le seuil de 500, il est aussi parce qu'on a très peu enfin, d'organes en dessous de 100 eosinophiles, même si certains experts, encore une fois, comme l'a dit Romain, disent qu'à partir de 400, on peut considérer une philie. Je vous mets juste ce lien, c'est pour vous, c'est une revue en fait, très bien faite sur la physiopathologie des atteintes cliniques, notamment des atteintes en lien avec les eosinophils. Si vous voulez un peu mieux comprendre comment ça se passe, hein, les atteintes fibrotiques ou atteintes en TH2, une revue qui est bien faite, assez récente et voilà, qui reprend tous les phénomènes. Donc, globalement, quand on regarde un petit peu les étiologies, ça c'est l'étude de la Cour française du céréo. On vous l'a dit, hein, les eosinophilies néoplasiques, clonales, c'est une faible partie. Donc ici, toutes les eosinophilies hypereosinophiliques ont été diagnostiquées dans la cohorte prospective depuis entre 2019 et 2023. Donc vous voyez que la moitié quasiment c'est de l'idiopathique, on n'a pas de cause, et tout ce qui va être voilà, sans cause retrouvée, mais également d'origine réactionnelle, en gros on est quasiment à trois quarts qui vont être d'origine non clonale. Et puis donc on a le fameux SHE lymphoïde dont on va discuter très brièvement sur l'origine clonale ou non. Et ce dont on va parler, c'est vraiment les hyperosophilies ou eosinophilies néoplasiques. Donc vous voyez ici, finalement, on a 7% hein, des cas au total, ce qui est vraiment une très faible proportion. Donc il faut bien se rappeler quand vous posez la question d'une hyperosophilie clonale, hein, c'est que globalement, on reste sur une maladie qui est plutôt rare, voire très rare. Le variant lymphoïde, je vais également passer très vite car Romain l'a présenté. La question juste qui est intéressante, c'est que est-ce que c'est une atteinte clonale ou pas? En fait, vous l'avez compris, les eosinophilies, souvent, ça va être plutôt la répercussion euh, d'une autre cellule clonale, donc typiquement dans les lymphomes T, hein, l'hyperodophilie est réactionnelle au lymphocyte monoclonal qui va sécréter des cytokines pour les eosinophiles. Et donc, ce qui est intéressant dans le variant lymphoïde, c'est qu'on ne sait toujours pas très bien si finalement on considère ça comme une maladie clonale ou pas, c'est la cellule clonale qui est responsable en fait de l'hyperosophilie, mais c'est pas l'éosinophilie lui-même qui est clonale. Et donc c'est des maladies où on va retrouver hein, effectivement, vous voyez, sur ces deux séries, c'est pas des grosses séries, mais c'est des séries qui sont souvent reprises, presque entre la moitié et trois quarts de TCR qui vont être clonaux, mais voilà, avec pas de lymphome à proprement parler et une zoophilie qui est finalement réactionnelle à une population clonale. Et donc, c'est pour ça que ce variant est en général classé, pas classé dans les néoplasiques, en tout cas ceux dont on va discuter aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler? Donc, les SHE clonaux, les éosinophilies clonales, en fait, il y a trois grands cadres. Donc, il y a ce dont on parle de SHE clonaux, il y a vraiment ce que l'OMS classe maintenant en néoplasie myéloïde ou lymphoïde, avec des fusions dans les récepteurs, enfin dans les gènes tyrosine kinase. Euh, donc, en fait, des néoplasies qui sont associées à une zoophilie et pour lesquelles on va identifier
une fusion qui implique une tyrosine kinase. Et donc là, on a des cadres qui sont très bien définis et qui permettent de diagnostiquer, de poser un diagnostic en présence finalement de l'éosinophilie. Et donc là, on n'a pas besoin d'avoir une hypereosinophilie plus de 1500, on va le voir, on a juste besoin d'avoir une éosinophilie sanguine avec un réarrangement et on va un petit peu les passer en revue pour voir justement le pronostic de ces différents syndromes, ces différentes néoplasies. À côté, je vous rappelle quand même les néoplasies myéloprolifératives, bien entendu, où l'ésophilie est inconstante, mais on peut la trouver. Donc, c'est typiquement la LMC, la maladie de Vaquez, la thromboplastie essentielle. Mais ce cadre, en général, il me pose moins de soucis puisque les présentations sont assez classiques et qu'en général, ce n'est pas des moments où on fait un bilan d'éosinophilie à strictement parler, mais plutôt des bilans de SMP. Et finalement, on a très peu de complications en lien avec l'éosinophilie dans ces maladies, car elle va pas forcément être aussi importante. Et puis, donc, on a la leucémie chronique à eosinophile, la CEL-NOS, Not Otherwise Specified. Donc, c'est la présence, en fait, pour le coup, d'un syndrome hypereosinophilique, donc vraiment d'une eosinophilie qui va être élevée, plus de 1500, souvent avec une atteinte d'organes, et en fait, d'une évidence pour une maladie clonale, donc soit d'une blastose sanguine ou médulaire, ou la mise en évidence d'anomalies cytogénétiques d'origine clonale, et sans aucun argument, sans aucun élément permettant d'orienter vers un MLNTK, donc une néoplasie myéloïde lymphoïde avec fusion. Et donc on va voir avec un pronostic aussi qui va être souvent un peu plus réservé. Alors en termes de présentation clinique, quand on parle, donc là on se concentre sur les néoplasies. J'ai perdu mon écran sur les SHE néoplasiques, donc les éosinophilies néoplasiques. Il faut savoir que le spectre est très variable. En fait, le tableau clinique va de la néoplasie multiproliférative, on va dire classique, jusqu'à la leucémie aiguë ou la leucémie binophénotypique. On a rarement des présentations de type lymphoproliférative, mais on a quelques quand même lymphomes B. Et il faut savoir que aussi ça peut se présenter sous forme de sarcomyéloïde avec vraiment des atteintes extramédulaires. L'éosinophilie, ce qu'il faut voir, c'est que à part le FIP1 PDGFRA, où elle est systématiquement à plus de 1500, elle peut être assez modérée, et même dans certains cas, elle peut ne pas être présente dès le diagnostic. Et on peut y associer souvent, dans un tiers des cas, une monocytose. Et une constante, c'est que quand même, quand on va regarder les eosinophiles, notamment au niveau médulaire, on va retrouver des anomalies morphologiques, de la dysplasie éosinophilique, qui va être assez caractéristique. Donc justement, d'un point de vue cyto ou histologique, qu'est-ce qui va nous permettre de le différencier d'une éosinophilie? Alors on a mis myopathique ici, puisque c'est dans la publication, mais finalement plus réactionnel. Et ben en fait, ici, vous avez des exemples de moelle osseuse avec de la biopsie et de la cyto. Globalement, là où dans l'éosinophilie réactionnelle, vous allez avoir une moelle qui va être d'aspect normal, une cellularité normale ou très légèrement augmentée, mais en lien plutôt avec l'éosinophilie médulaire. Les éosinophiles vont avoir aspect normaux, et surtout aucune atteinte des lignées mégakaryocytaires ou érythroïdes. Là où dans les éosinophilies clonales, donc on a mis leucémie à éosinophile, mais c'est également le cas dans les MLNTK, on a vraiment des signes typiquement de SMP, de l'hypercellularité, vous allez avoir des clusters de mégakaryocytes serrés, il y a de la fibrose qui peut apparaître, ou des signes de dysplasie, avec de la dysplasie mégakaryocytaire, érythroïde également, de la dysplasie bien entendu sur les éosinophiles, et puis des phénotypes qui peuvent être aussi mastocytes systémiques avec des mastocytes avec une distribution, une allure fusiforme, ou des phénotypes aussi de type LMC-like avec les arrangements qui impliquent le BCR. Ce qui est difficile d'un point de vue moléculaire, c'est qu'en fait, quand on parle donc des néoplasies myéloïdo-lymphoïdes avec éosinophile et fusion dans les gènes tyrosine kinase, en fait, il y a énormément de fusion, donc il y a énormément de partenaires de fusion. Le grand principe, c'est toujours le même, c'est que en fait, vous allez associer d'une part un gène qui code pour une protéine tyrosine kinase qui va donner le signal prolifératif, si vous voulez, et être source donc, de l'éosinophilie. Et ce gène tyrosine kinase, il va être mis en fait sous promotion en général d'un autre gène qui pour le coup va donner le signal activateur vraiment. Et cet autre gène, il peut être très très varié. Il y en a énormément et c'est pour ça que le dépistage par des PCR ciblés peut ne pas toujours être adapté à la diversité, on va dire, des anomalies moléculaires qu'on peut trouver.
Alors, en termes de présentation clinique, donc si on se concentre dans un premier temps sur les MLNTK, donc je vous rappelle, c'est les néoplasies qui vont être associées à des fusions, hein, ces fameuses fusions impliquant au moins une protéine tyrosine kinase. Donc ici, vous avez l'étude qui est un peu la plus complète pour l'instant sur ce sujet, c'est l'étude du registre allemand qui a été publiée il y a environ 2 ans qui, sur 135 patients qui présentent donc une fusion, ont environ 60% vous voyez, de fusion qui implique PDGFRA avec, sous la promotion de FIP1L1. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre que les zoophilie supérieures à 1500, c'est quasiment systématique donc dans les FIP1L1 et les néoplasies qui impliquent ETV6. Donc notamment la plus connue, c'est ETV6 ABL1. Mais par contre, vous voyez, sur les néoplasies qui impliquent PDGFRB, FGFR1 ou JAK2, c'est que 43%. Et on a même 30% de celles-là qui vont ne pas avoir des zoophilie au diagnostic. Et donc, on est vraiment sur un cadre plus large, hein. Et ça, c'est au moment où il avait un petit peu signalé, l'éosinophilie peut être une répercussion de la maladie, une des répercussions de la maladie, mais finalement, on est sur des cas nosologiques qui sont plus larges que ça. Intéressant aussi, c'est qu'au diagnostic, vous voyez, on a quand même un tiers qui se présente sous forme de leucémie aiguë, qu'elle soit myéloïde ou lymphoïde. Ils mettent pas de biphénotypique ici, mais probablement que les biphénotypiques n'ont pas forcément tout le temps été explorés, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans les séries. Et puis, il y a pas mal d'atteintes extramédulaires, et surtout un tiers, encore une fois, qu'on retrouve ici de monocytose, comme sur les données américaines. En termes d'atteinte d'organes, PNDS, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est juste pour montrer que sur le variant nésique, hein, on a une atteinte tout cutanée, pulmonaire, mais également la fameuse atteinte cardiaque, dont vous avez déjà parlé également, hein, qui va faire un taux de sévérité de la maladie. En revanche, on n'a vraiment pas d'atteinte ORL, d'atteinte de type nerveuse périphérique. Concernant la néoplasie, donc la plus fréquente du coup parmi ces MLNTK, donc, les rangements FIP1L1, PDGFRA, il y a une belle cohorte française hein, qui est publiée et qui nous permet de faire le point sur nos données, on va dire, nationales. Ce qui est très intéressant et pour l'instant encore pas bien compris, c'est une maladie qui touche quasiment exclusivement. On a 94% d'hommes avec un âge moyen autour de 50 ans. Et vous voyez, en termes d'atteinte d'organes, alors on disait avant que la splenomégalie était constante, mais en fait, on se rend compte que voilà, c'est la moitié des cas qui se présentent avec une splenomégalie. Et on a une atteinte cutanée, pulmonaire et l'atteinte cardiaque, la fameuse atteinte cardiaque. Avec dans cette cohorte, hein, il y avait 17 patients qui avaient une fibrose endomyocardique, des myocardites eosinophiles et puis quelques insuffisances cardiaques ou insuffisances mitrales. On peut voir que la quasi-totalité des patients ont une B12 élevée, hein, et donc des présentations de type SMP, ou en tout cas proliférative. Je vous rappelle que la B12 qui est élevée hein, dans les néoplasies, les hémopathies, c'est par augmentation hein, des transcobalamines qui sont globalement dans les globules blancs, hein, et que ça augmente la mobilisation de la B12 qui va être élevée dans le sang. Et puis on a aussi 80% donc, qui vont avoir une tryptase élevée et faible proportion qui vont avoir des IgE totales élevées pour le coup. Donc ça peut être un marqueur indirect en cas de plutôt de négativité, on va dire. Et le grande point commun, c'est qu'aucun de ces patients n'a répondu aux corticoïdes. Alors, ils n'ont pas tous été traités par corticoïdes, mais ils n'ont pas répondu. Et le centre de référence, du coup, a proposé en fait un tout petit score. En fait, ils ont repris sur une partie de la cohorte qu'ils avaient publiée de façon antérieure, 44 patients, la proportion de patients qui avaient soit la vitamine 12 supérieure à 700, soit la tryptase supérieure à 15, soit qui étaient des hommes, soit une splenomégalie. Et en fait, ils vous montrent bien que si vous avez aucun de ces critères dans leur cohorte, ils n'avaient aucun SHE myéloïde, en gros, aucun FIP1, PDGFRA. Donc, globalement, ça ne sert à rien de chercher FIP1, PDGFRA si vous n'avez aucun de ces symptômes. Il n'y a que 2% des patients en fait, qui avaient un seul critère. Et en fait, c'est à partir de deux de ces critères qu'on commence à avoir globalement plus de 90% de la cohorte. Hein, et donc, on verra l'impact que ça a sur la recommandation justement du PNDS pour dépister hein, ce genre de maladie qui reste rare. Et donc, ils ont fait ça car il y avait surtout énormément de demandes de PCR au niveau du centre de référence et qu'ils ont cherché aussi un petit peu à rationaliser hein, les examens. En termes de survie, donc toujours sur cette cohorte, la plupart des patients donc, ont été traités par imatinib, on en a 148, et les trois quarts, c'était de l'imatinib à 100 mg. Et donc ça, on le sait maintenant, hein, c'est que cette maladie répond très bien à l'imatinib. Il y a 96% de réponses hémato, dont la grande partie, c'est des réponses moléculaires. La tolérance est excellente, il n'y a quasiment personne qui rechute
on thérapie à la bonne dose. La plupart des rechutes on thérapie, c'était des patients qui avaient dû réduire la dose. Et puis la survie globale est excellente, hein. On a plus de 80%, 85% de survie à 10 ans, avec là aussi des patients qui ont chuté par arrêt souvent un peu précoce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 46 patients qui ont pu être étudiés pour l'arrêt de traitement et que, un petit peu comme on fait dans la MC maintenant, on se rend compte qu'on peut espérer obtenir une TFR, hein, une rémission sans traitement, chez certains patients. Il y en avait presque 60% qui ont gardé une TFR, et avec des critères qui pourraient permettre d'optimiser cette TFR. Ben, en fait, on retrouve un peu nos critères de la LMC ici. On voit que plus le traitement par imatinib était court, plus le risque de rechute était important. Et donc, on conseillait actuellement donc, chez ces patients de faire de l'imatinib par 100 mg au moins pendant 5 ans, hein, un petit peu comme les recommandations de la LMC, on va dire en termes de durée d'ITK, et de bien faire un suivi moléculaire en cas d'arrêt. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le re-challenge par imatinib marche, hein, là aussi en cas de rechute après arrêt de traitement. Alors les PSGFRB, je vais aller très vite dessus, c'est plus rare, hein, forcément. Je vous donne surtout pour avoir les références des cordes. Vous voyez que on fait un peu, on va passer un peu en revue des articles, mais on est sur de la revue de cas, hein, puisque finalement on n'a pas de grosses cordes pour ces maladies. Les deux messages clés pour le PSGFRB, c'est que globalement, là, sur les données de cette cohorte australienne, là aussi une prédominance masculine. Présentation qui va être plutôt de type LMMC avec eosinophile, donc une monocytose qui va être relativement fréquente. Le partenaire le plus fréquent pour PDHRB, ça va être ETV6 pour la promotion. Et puis la réponse à l'imatinib qui est aussi très importante, mais on a l'impression que ces patients vont avoir besoin de plus fortes doses, car ils répondent plutôt la plupart du temps à 400 mg d'imatinib. Et donc là, il est conseillé pour ces patients, en l'absence de données, hein, parce que bien entendu, on n'a aucune étude, aucun essai clinique, mais il est plutôt conseillé de maintenir l'imatinib plutôt à 400 mg pour ces patients et de le maintenir en proposant uniquement une baisse de dose si on obtient une réponse moléculaire majeure, hein. Et là aussi, la survie, hein, est excellente à 10 ans. Alors, on va passer sur des maladies d'un peu moins bon pronostic avec les réarrangements qui impliquent FGFR1 et globalement ici aussi, pas énormément de cas, mais on peut voir que chez ces patients, on a pour le coup toujours une prédominance d'hommes, mais c'est un peu moins franc, on a 70% d'hommes, et des présentations qui vont être un peu plus agressives, plus de leucémie aiguë et surtout des caractéristiques de chimio-résistance assez notables, notamment des LA biphénotypiques qui ne répondent pas à grand-chose. Et pour les malades qui se présentent avec des SMP ou des SMD, des transformations en leucémie aiguë assez rapides finalement. Vous voyez, à 12 mois, il y en a quasiment la moitié qui ont une transformation et une survie globale sans greffe qui est pas très bonne, sans plateau, hein, et donc une maladie pour laquelle on a quelques données chez le greffé, on a l'impression que ça fait quand même mieux et ça reste une des indications, on reprendra à la fin, mais ça reste une des indications, hein, de greffe pour le coup, pour ces patients. En termes de cible, on n'avait pas beaucoup d'évidence de réponse, on va dire, aux ITK classiques, puisque même sur le kinome, on peut avoir certains qui ciblent plus ou moins des kinases proches. Il n'y avait pas FGFR1, notamment dans le kinome de l'imatinib. Mais pour le coup, on a le pegimatinib, hein, globalement, qui a été développé, qui est un inhibiteur d'FGFR1 et qui pourrait être intéressant. Donc, on recommande plutôt, hein, si possible, d'inclure les patients dans les protocoles si dispo, mais on n'a pas des masses. Et bien entendu, la discussion, c'est de faire un bridge à l'allogreffe pour ces patients. Une note sur FLT3, parce qu'on a des réarrangements qui impliquent FLT3 et que, comme vous le savez très bien maintenant, on a des inhibiteurs de FLT3. Alors la représentation, encore une fois, est très hétérogène là aussi. On est là encore sur des rapports de cas, mais l'idée ici, c'est les différentes études soulignent que globalement, oui, c'est important à identifier car les quelques patients rapportés traités par FLT3 inhibiteurs ont plutôt répondu. Donc c'est quelque chose qui reste à explorer actuellement. Et enfin, pour les autres fusions, donc ETV6-ABL1, ça reste un classique, mais du fait de la présence d'ABL1, c'est des patients qui ont été traités par une sortie d'une kinase de BCR-ABL depuis très longtemps. Ici, on a l'impression globalement que les IT4 deuxième génération font mieux que les premières générations, là encore sur très peu de patients, mais en tout cas, c'est plutôt des patients à qui on va proposer, hein, du dasatinib, du nilotinib en première ligne ou du bosutinib, même si on n'a aucune donnée à ma connaissance pour l'instant là-dessus. Et puis les fusions qui impliquent JAK2, avec des pronostics là aussi qui ne sont pas forcément très bons, et des patients qui peuvent, pour certains, répondre au ruxolitinib, mais pas tous. Là aussi, avec des discussions de greffe, hein, pour ces patients globalement qui vont être posés relativement fréquemment.
Quand on n'a pas de fusion identifiée, par définition, donc, on va tomber en cas d'isophilie donc, à plus de 1500 et d'évidence de clone, on va tomber donc, dans la leucémie chronique eosinophile sans autres causes identifiées, donc les NOS. Donc ici, je vous ai mis la série de la Mayo Clinic. Donc vous voyez quand même, sur 400 eosinophilie, ils ont 17 hein, leucémie chronique eosinophile. Donc on va de plus en plus loin dans la rareté. Ce qui est intéressant sur cette cohorte, c'est qu'elle est assez propre et il n'y avait pas énormément de données manquantes. Très grosse prédominance masculine, encore une fois, et le point commun, attendu, mais c'est un peu dans la définition de attendu, euh, tout ont des anomalies au niveau médulaire. Donc, bien sûr, ils ont tous de l'ésophilie médulaire, mais ils ont tous des anomalies soit de type hypercellularité, soit des anomalies de type dysplasie ou mégakaryocyte ou des eosinophiles. Et ils ont pour 17% de la fibrose. Finalement, peu de présentation sur des versants leucémie aiguë ou myélodysplasie avec excès de blast, hein, et puis des karyotypes qui peuvent être, vous voyez, avec dans 80% des cas, on a une maladie cytogénétique qui nous permet donc de définir la clonalité, avec une trisomie 8 très souvent, ou parfois des karyotypes complexes. Très peu de données sur la thérapie, donc je ne vais pas me pencher là-dessus, mais globalement, vous allez voir, c'est des patients qu'on va essayer aussi d'amener à l'allogreffe parce que le pronostic reste très réservé dans ces cas-là. Donc pour ce qui est de la greffe, même en reprenant les données du CIBMTR ou de l'EBMT, on a finalement très peu de cas, donc difficile là encore de faire d'émettre des recommandations, des guidelines, notamment internationales. Donc vous voyez sur la série de l'EBMT avec 77 patients, donc ils avaient 47, alors ils disaient SHE, mais globalement ils ne le précisaient pas forcément bien, mais ça correspondait à des SHE définis de façon moléculaire, et 30 leucémies eosinophiles, donc sans atteinte moléculaire. Donc les patients n'étaient pas forcément en réponse à la greffe. Mais le message, c'est que globalement, le message de ce papier, c'est que la greffe reste faisable et ne présente pas une toxicité majeure par rapport à d'autres approches, et qu'on a l'impression quand même de guérir des patients, beaucoup plus hein, pour les SHE définis moléculairement, donc c'était surtout plutôt des FGFR1, que pour les leucémies chroniques à eosinophiles, où le pronostic reste quand même relativement réservé, mais on arrive à atteindre un plateau. De là à recommander la greffe, vous savez que c'est toujours difficile hein, sur des études qui ne sont pas forcément randomisées et comparative avec les patients qui n'ont pas été greffés. Mais en tout cas, les Anglais proposent de greffer les patients, donc soit qui ont un réarrangement de FGFR1, soit les leucémies chroniques eosinophiles, donc non définies, ou alors les syndromes pursophiliques qui sont réfractaires, intolérants au ITK ou qui progressent avec des atteintes d'organes sévères. Alors, comment on pourrait améliorer le diagnostic? En fait, actuellement, comme vous l'avez vu, on fait des tests plus ou moins ciblés, on va faire de la fiche, mais il faut on peut trouver que ce qu'on cherche. C'est pas évident d'aller chercher de vecteurs de fusion. Et plus récemment, hein, il y a des approches comme le RNA qui sont développées avec l'avantage sur le RNA-seq de pouvoir avoir beaucoup plus de gènes dans un panel. Et l'idée, c'est de cibler ensuite les sons de vos gènes. Donc, par exemple, les gènes connus pour être impliqués dans les mais pas que. Vous allez pouvoir en mettre, par exemple, tous les gènes impliqués dans les homopathies myéloïdes. Et l'avantage de ces approches ciblées, c'est de pouvoir enrichir vos reads, donc votre signal transcriptomique pour ces zones. Vous allez pouvoir amplifier, vous allez pouvoir céder donc, toutes les zones dans votre région qui sont qui correspondent à vos gènes d'intérêt. Et puis ensuite, avec l'analyse bioinformatique, vous allez pouvoir voir l'écran des gènes, mais surtout capter les fusions entre vos gènes d'intérêt. Vous allez pouvoir comme ça, soit diagnostiquer des fusions communes ou alors identifier des nouvelles fusions. Donc le gros avantage par rapport à PCR, c'est que vous allez pouvoir beaucoup plus de candidats. Ou même si vous êtes sur un aspect recherche, vous allez pouvoir aussi faire une approche sans faire de cible initiale. Vous allez faire par exemple du POLIA, vous allez prendre tous les ARN messagers, et là vous allez pouvoir aller vraiment sur la discovery pour trouver peut-être des fusions qui ne sont pas encore définies et peut-être découvrir de nouvelles entités moléculaires. Et donc c'est des travaux qui sont un petit peu en cours hein, dans certains centres et dans les centres de référence. À côté du RNA-seq, on a aussi un panel NGS qui peut être proposé. Donc ça, c'est également hein, les travaux qui ont été présentés à l'ASH en 2023 et publiés l'année dernière hein, du centre de référence. Donc ici, dans cette étude, hein, ils ont pris 64 patients avec des eosinophilie clonales, mais qui n'avaient pas de fusion retrouvée. Donc ce qui peut être soit caractérisé par des leucémies chroniques anisophiles ou des simples éosinophilies
hyperéosinophilie avec des évidences de clonalité, mais sans fusion retrouvée. Donc, ils leur ont fait un NGS avec un panel de 149 gènes qui a été mis au point par les experts des œnophiles qui ont pris donc tous les gènes qui peuvent être impliqués. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à une population contrôle de SHE réactionnelle, eh ben, ils voient que vraiment 78% de leurs patients présentent des mutations et qu'en fait, concernant les mutations de la voie de JAK-STAT, en fait, c'est uniquement des patients qui ont une ésophilie néoplasique qui présentent des mutations de la voie de JAK-STAT. On a quelques mutations de la méthylation de l'ADN de type CHIP, mais ça peut se voir aussi dans les ésophilies réactionnelles. C'est pas forcément caractéristique, mais on voit qu'il y a quand même une surreprésentation chez ces patients-là et se pose la question de voir l'impact de ces chips justement chez les patients qui vont faire une atteinte vasculaire ou pas, puisque on ne comprend toujours pas pourquoi un patient qui a 4 gigas d'éosinophiles parfois va rien faire alors que celui qui a 1,5 va faire une atteinte cardiaque sévère. Et puis des mutations de type SMD qui peuvent être retrouvées. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces patients qui présentent une mutation de la voie de JAK-STAT, finalement, ils répondent très bien aux inhibiteurs de JAK. Et le pronostic n'est pas forcément très bon par la suite, ce qui peut être une bonne stratégie pour proposer un bridge à la greffe pour ces patients. Alors, pour conclure, je vais reprendre donc l'approche diagnostique du PNDS et on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu sur notre approche ça va reprendre un tout petit peu aussi la présentation de Romain. Mais globalement, quand vous avez une hyperesophilie donc à plus de 1500, mais on va même élargir finalement dans le cadre des œnophilies clonales, vous avez vu devant toute éosinophilie sanguine de cause, on va dire, non expliquée. Bien entendu, donc vous éliminez d'abord vos causes réactionnelles, vos causes parasitaires, auto-immunes en grande partie, et bien sûr, vous cherchez un cancer, une allergie. N'oubliez pas de faire quand même en systématique une atteinte d'organes, même si l'œsophile n'est pas très importante, car encore une fois, il n'y a pas de corrélation stricte, et c'est au moins l'analyse cardiologique, l'évaluation cardiologique qui est vraiment majeure. Et puis, vous allez ensuite chercher des critères qui vont vous justifier donc la recherche d'un SHE clonal, d'un SHE myéloïde, donc la corticorésistance, la sphénomégalie, la tryptase, la B12, s'il y a d'autres cytopénies sur l'hémogramme ou des hémolymphes d'SMD, et puis bien entendu le sexe masculin qui est quand même, c'est plutôt l'inverse, si vous avez une femme, vous allez quand même vous dire que quand même très peu probable qu'elle ait un FIP1 et un PDGFRA. N'oubliez pas que si la tryptase est très élevée, d'évoquer donc la mastocytose, ça peut justifier parfois, si vous n'avez pas grand-chose d'autre, de faire une recherche ciblée de mastocytose. Je vous rappelle que la mastocytose, ça se recherche avec une PCR ciblée pour KIT, la mutation de KIT D816V sur la moelle et la réalisation de biopsie ostomédulaire. Et puis donc, si vous n'avez aucun critère et que vous n'avez aucune atteinte d'organes, vous pouvez simplement surveiller votre ésophilie, vous réévaluer et n'hésitez pas à traquer, bien entendu, le SHE lymphoïde et ou faire un test au corticoïde si ça n'a pas été fait. Et puis, si vous avez au moins un critère, c'est là que vous pouvez vous lancer dans votre bilan d'ésophilie néoplasique. En priorité, en première intention, on va se restreindre à la PCR ciblée FIP1 et l'IMPGFRA car c'est quand même la majorité. N'oubliez pas de chercher des évidences de SMP classique, de faire avoir le JAK2 ou le BCR-ABL. Et puis, selon l'intention, on se lancera dans une analyse médulaire, un karyotype ou pour les différents le même qu'on pourra envoyer à Lille. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un labo de biologie moléculaire qui se développe, c'est vous permettre éventuellement d'avoir une sensibilité accrue pour des fusions parfois. Voilà, donc, en conclusion, la présentation des SHU de Plasing, donc c'est hétérogène. Attention, tout la plupart du temps, l'âge médian de 50 ans, beaucoup d'atteintes médulaires, beaucoup de partenaires de fusion, donc on peut vite s'y perdre et on espère que la recette qui est en développement pourra nous aider. N'oubliez pas la place du NGS, donc si vous ne trouvez aucun anomalie qui peut nous orienter vers la sensibilité JAK inhibiteur. Je vais reprendre qu'on a là, attention, c'est pas de l'évidence base, mais j'ai quand même vu après l'alimentation de référence, c'est plutôt voilà ce qui revenait. On sait pour les PDGFA que la sensibilité inhibée là, et on les traite que BLMT. Les ETVS6 à BL1, ça va être pareil. Les PDGFRB, on va avoir tendance à être plus fort.
Les JAK2, en façon empirique pour l'instant, c'est ruxolitinib, éventuellement bricolo. Monostic des LGFR, donc le pégimatinib si j'ai accès, mais sinon, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Et patient qu'on va proposer à l'allo, T3 et les T3. Et puis, au NGS, si vous n'avez pas de changement, pensez à regarder si une mutation de la JAK-STAT pour proposer du ruxo. Et les leucémies eosinophile, donc non qui ont à définir. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Et si vous avez des questions, on aura peut-être 2 minutes pour répondre ou tout le monde va aller manger et se coucher. Merci beaucoup pour cette présentation qui était également très claire et très complète et qui a permis d'éclaircir pas mal de points. C'est vrai qu'en hémato, on est peut-être moins habitué que les internistes à toutes ces problématiques. Donc, il y a effectivement quelques questions dans le chat qui s'adressent à nos deux orateurs. La première question, est-ce que vous conseillez le déparasitage obligatoire avant toute corticothérapie? Je vais peut-être répondre, si ça te va, Vincent. Ouais, vas-y. Alors non, enfin non, je dirais. La question du vrai déparasitage, c'est là j'entends dans une situation d'urgence où on met des corticoïdes avec un peu d'éosinophile, c'est surtout l'ivermectine à la limite s'il y a un séjour en zone d'endémie en guellulose, c'est surtout celui-là. Si on a une situation de lymphome T et qu'il y a en plus plein d'éosinos et que c'est quelqu'un qui a voyagé, oui, on va lui mettre l'ivermectine, mais euh, sinon, non. Voilà, adapté à la situation. Et après, c'est plus à visée de diagnostic. Enfin, la corticothérapie va être à visée de diagnostic et le déparasitage va être, on va dire, va pas être dépendant de la corticothérapie derrière. Ouais, voilà, moi c'est vrai que bah, du coup, nous on a tendance à le faire en cinématique, mais comme le dit Romain, pas forcément pour la corticothérapie. Mais en fait, c'est tellement simple si tu veux bien tolérer le déparasitage que en fait, c'est dommage de s'en passer, notamment avec les parasitoses cosmopolites, hein. Donc finalement, nous on suit un peu les recommandations du PNDS, adapter un petit peu voilà, au voyage mais même pour les cosmopolites, de toute façon, ils se prennent leur déparasitage et puis c'est simple et au moins tu as tout de suite une réponse, quoi. Ouais, je vais reformuler ma réponse en disant que c'est pas la corticothérapie qui impose le déparasitage, c'est ce que tu dis. C'est plus le fait d'avoir l'hyperesnophilie. Ok, très bien. Deuxième question, c'est une question à propos d'un cas vu en stage, hyperéosinophilie très sévère à plus de 100 000 gigas, à plus de 100 000, bilan extensif retrouvant finalement un lymphome T sans mutation myéloïde. Dans la même journée, on voyait des variations très importantes du taux d'éosino, par exemple le matin 5 000 et le soir 80 000. Pour quelle raison? Je vais donner les jokers. Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la réponse. Alors, j'ai peut-être pas. En plus, on n'a pas forcément le cas. Voilà. Alors, ce qu'on sait, hein, de toute façon, c'est qu'il y a des variations nictémérales hein, pour à peu près tous les processus physiologiques et pathologiques. Dans le cas des lymphomes, notamment, hein, la fameuse fièvre nocturne, les sueurs nocturnes, c'est en lien aussi avec une activation probablement lymphocytaire qui sera plus importante la nuit. On peut imaginer que pour les éosinophiles aussi, va y avoir des variations nictémérales. On sait que notamment quand on parle de la sensibilité aux corticoïdes, on sait que les corticoïdes, ça a un effet pro-apoptotique sur les éosinophiles, mais que ça va aussi faire en sorte que les éosinophiles vont moins sortir de la moelle osseuse. Donc voilà, est-ce que du fait des variations nictémérales sur la journée, on va avoir des taux peut-être de cortisone? Est-ce que vous voulez donner des corticoïdes peut-être le matin et pas l'après-midi et qu'en fonction de ces variations, voilà, l'effet pro-apoptotique va varier sur la journée? Est-ce que vous voulez donner des corticos le matin et que finalement il sort le soir, ces corticoïdes, en lien avec plus d'activation lymphocytaire T et vraiment une prolifération abondante? Bon, c'est difficile à dire sans avoir vraiment le cas, mais je pense que ça peut être une piste hein, en termes au niveau de ces variations, quoi. Hein, et puis c'est comme on n'a pas beaucoup de démargination avec les œnophiles, mais c'est la même histoire pour les neutrophiles. Bon, on sait qu'il y a le pool hein, de stockage dans la rate, mais on sait aussi que en cas d'hématopoïèse d'urgence, hein, on peut avoir le phénomène de Push qui fait que vous allez mettre en cycle hein, vos cellules souches et pousser des neutrophiles très rapidement dans le sang. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut apparaître sur quelques heures. Donc on peut comprendre que avec des phénomènes de stress ou d'un stress inflammatoire induit par un cancer, ça peut faire des oscillations granuleuse qui peut être assez importante sur la journée. Ok, très bien. Et toujours sur le même cas, on demande, donc il y avait une réponse initiale aux corticoïdes, mais ensuite perte de la réponse, et notamment pas de réponse aux anti-interleukine 5.
quelle peut être la physiopathologie dans ce cas-là? Alors, c'est compliqué, mais c'est un lymphome T, c'est ça, Oui, c'est tu un disais hein, lymphome sur T la au question. final. Donc, bon, après, voilà, Oui. c'est, je pense que dans ce cas-là, le problème, c'est pas les eosinophils, c'est le Mm. lymphome. Et que l'anti-L5 sur le lymphome T, malheureusement, sur le lymphome T, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein, donc après, il faut traiter le lymphome T, quoi, hein. Mm. C'est sûr que ton anti-L5, tu vas peut-être minimiser l'atteinte liée à l'éosinophile. C'est comme la corticothérapie, mais si tu ne traites pas ton lymphome T, derrière, l'éosinophilie, il va revenir. Ok. Et donc la dernière question, donc ça c'était au tout début de la présentation du docteur Collot, concernant la courbe ondulante. Quelle est l'échelle du temps, jour, semaine, mois? Et comment documenter cela? Est-ce qu'on fait une NFS toutes les semaines, tous les mois? Alors, la courbe ondulante, c'était plus pour avoir un peu une idée de comment ça se passe dans la vraie vie. Après, l'idée n'est pas de chercher à documenter cette courbe pour orienter vers une origine parasitaire, parce qu'on peut trouver aussi, effectivement, on a vu qu'il y avait des variations nictériennes dans d'autres situations. Donc, c'est plus une curiosité, voilà, c'est plus une curiosité. Mm. Et ça peut expliquer dans ces situations parasitaires-là, notamment où il y a des réinfestations, des auto-réinfestations, qui est des montées et des descentes d'éosinophiles. Mais alors l'échelle, je dirais qu'elle est en semaines, elle est en quelques semaines. C'est des cycles de 3 semaines pour certains parasites, des choses comme ça. Donc après, par contre, chercher à la documenter, ça n'a pas forcément d'intérêt en pratique. À partir du moment où on suspecte le parasite, on le traite ou on le recherche en tout cas avec des techniques plus précises. Et on a encore une question de Nadia sur le chat. Si on a une éosinophilie chronique depuis plusieurs années mais qui s'aggrave avec le temps, aucune étiologie retrouvée, y a-t-il un intérêt à aller au TEP scanner si il n'y a rien sur le scanner? Alors moi je dirais pas forcément parce que enfin, en fait le meilleur argument c'est le recul quoi. Après un bon examen clinique, un scanner ça paraît indispensable. Après s'il n'y a pas de plainte, si on a le recul nécessaire, moi après je sais Mm. pas quel type d'éosinophile que ça pourrait correspondre derrière, mais je suis pas sûr qu'après 5 ans d'évolution, si on pense que c'est la même cause depuis le début, pas sûr qu'un tel scanner en l'absence de modification clinique, j'entends, hein, n'aide. Moi, en tout cas, je le ferai pas, sauf, ouais, je le ferai. Ok. Ouais, bah je suis assez d'accord. Après, c'est pas faux dans le sens où voilà, on a tendance à se dire on veut pas passer à côté de quelque chose, mais faut toujours réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu vas rechercher sur ton PET? Si tu cherches un lymphome ou si tu cherches un cancer ou autre, il va finir par parler de toute façon. Il y a un moment donné où ça va parler et voilà, t'as pas un lymphome T qui va rester 5 ans sans rien faire, t'as pas un lymphome B qui va rester 5 ans sans rien faire, ou alors un lymphome indolent, mais ils sont pas associés à ce genre d'atteinte en général. Donc, quand même peu probable et c'est pour ça que je pense que le message aussi du PNDS, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'idiopathiques et qu'il faut se donner le temps de les surveiller à partir du moment où il n'y a pas d'atteinte d'organes. Mais encore une fois, je suis d'accord que ça peut parfois être un peu stressant et qu'on va être le maximum, donc t'en voudra jamais de de prescrire un PET scanner excès, mais voilà, ça fait beaucoup de moyens aussi parfois, donc faire en bonne intelligence. Parfait. Eh bien, on a fait le tour des questions. Merci encore à tous les deux pour vos présentations. C'était vraiment super. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci et bonne soirée à tous et à Merci. toutes. Et merci pour l'invitation.